Notre invité ce matin, Anne Hidalgo, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous en studio, à distance. À distance. Évidemment, à distance, mais je suis content de vous retrouver, tous les responsables politiques à studio, parce que l'interview est plus facile. C'est différent. Elle est plus directe. Bien Pour sûr. moi, c'est beaucoup plus facile de pouvoir vous poser des questions. 348 morts ces dernières 24 heures en France. Vous regardez évidemment l'évolution de la situation. Déconfinement depuis 2 jours. Premier bilan de ce déconfinement. D'abord, dans la mise en œuvre, dans les entreprises, par exemple du télétravail, puisqu'on avait beaucoup insisté pour qu'on continue à télétravailler, des mesures barrières dans les entreprises, les administrations, les choses sont appliquées, mais c'est vrai que ça va très vite. Je pense qu'il faut rester extrêmement prudent. On n'est pas à l'abri de nouvelles contaminations. Il faudra absolument, bien sûr, pouvoir enrayer et faire en sorte que tous les clusters puissent être arrêtés très vite pour ne pas se retrouver dans ce type de situation. Donc, évidemment, 2 mois de confinement, je pense à Paris, à toutes celles et ceux qui sont dans des petits appartements. Tout d'un coup, on a l'impression de redécouvrir notre liberté, mais il faut faire très attention. Moi, j'étais et je suis pour un déconfinement qui se fasse progressivement dans les écoles, dans les crèches. On a démarré. On démarre, je dirais, un rythme qui permet d'accueillir les enfants et les personnels adultes, enseignants et nos propres personnels de la ville, dans des conditions sanitaires acceptables. Mais alors, Anne Hidalgo, prudence. J'ai bien compris prudence. Mais alors, est-ce responsable de vouloir rouvrir les parcs et jardins à Paris? Est-ce responsable? Je pense que c'est d'abord une question de santé publique. On peut prendre le métro et on peut pas marcher dans un parc. Bien sûr, pas n'importe comment. Et là, je suis entièrement d'accord. J'ai fait des propositions hier au gouvernement sur des modalités qui permettent de sécuriser. Le gouvernement qui vous a dit non, hein? Ils ont dit non, mais on va discuter. Il y a plusieurs maires qui sont exactement dans la même demande que moi. Vous savez, Paris est une ville très dense. On a 20 000 habitants au kilomètre carré. Certains quartiers, quasiment 40 000 habitants au kilomètre carré. Si vous n'ouvrez pas les parcs et jardins, je dis à la promenade, évidemment, pas pour y faire des pique-niques, pas pour, y compris en n'ouvrant pas les aires de jeu des enfants, pour y faire du sport, pour marcher, pour juste se détendre et respirer. Si on ne le fait pas, les Parisiens, les personnes sont renvoyées à des trottoirs, à des espaces comme les Berges, et on a vu, et aussi sur le canal Saint-Martin. Et il nous faut vraiment gagner de l'espace. Je pense qu'il faut vraiment, le gouvernement a dit souvent qu'il y avait un couple qui était le couple maire-préfet. Et bien voilà, avec le préfet, avec les préfets à Paris, je pense qu'on peut trouver des solutions. Vous revenez à la charge ce matin? Oui, bien sûr, parce que je pense que c'est raisonnable. Oui, mais alors, et c'est pas un problème de dogmatisme. Est-ce que les espaces où l'on peut pratiquer du sport à Paris municipaux sont ouverts? Alors, les espaces ne sont pas encore ouverts, les espaces fermés, les stades par exemple. Donc là aussi, on est en train de se préparer. Moi, je veux bien qu'on ouvre les parcs et jardins pour aller faire du sport, mais pourquoi ne pas faire du sport sur les stades? Bien sûr, et ça parce que là aussi, on Ils sont pas ouverts non plus. Non, mais ça dépend de la ville, non? Ça dépend pas du maire. Là, on est dans des protocoles nationaux qui font que un certain nombre d'équipements ouvriront. Ils vont ouvrir, on s'y prépare bien sûr, mais vous savez que pour pouvoir maintenir justement les distances de sécurité, les distances sanitaires, il faut de la place. Donc, en fait, il faut accueillir moins de monde. Donc, c'est ce qu'on fait, ce qu'on a fait dans les écoles, dans les crèches, puisqu'on alors, dans les parcs et jardins, il faudrait filtrer. Absolument. Et c'est ce que je me propose de faire. Si l'on ouvre les parcs et jardins, on filtre le nombre de personnes qui entrent dans les parcs et jardins? On peut filtrer, bien sûr, puisqu'on a des gardiens, des personnels, donc on peut filtrer le nombre de personnes et fermer, en tout cas, à dire que la jauge est atteinte s'il y a trop de monde. Deuxièmement, évidemment, proposer le masque obligatoire. Je pense que le masque est vraiment une mesure de... Proposer ou imposer? Si dans les parcs et jardins nous ouvrons, à travers les règlements des parcs et jardins qui sont municipaux, je pourrais évidemment, comme dans n'importe quel équipement, proposer le port du masque. Oui, bien sûr. Vous l'imposerez? Oui, bien sûr. Dans les parcs et jardins, clairement, si on les ouvre, et je pense qu'il faut les ouvrir, j'imposerai le port du masque. Avec une amende pour ceux. Non, mais d'accord. Mais avant de parler de l'amende, vous savez, les gens, si vous les mettez en situation de pouvoir respecter les réglementations, tout ce qu'on
on a vu le Sacré-Cœur encore, on a vu les quais. Dans le 10e, est-ce qu'ils sont raisonnables? Les Parisiens ont été très raisonnables. Et moi, je veux les défendre et aussi dire ça suffit, le bashing contre les Parisiens. Ils ont été très raisonnables. Les conditions de vie à Paris ne sont pas faciles pour beaucoup de familles. On est très nombreux sur un petit espace. Donc, ils l'ont été. Maintenant, il faut les aider à être raisonnables. Et je pense qu'il ne faut pas infantiliser les gens. Il faut vraiment aussi leur faire confiance, porter ce message-là. Si on a plus d'espace, il y aura moins de concentration de personnes au même endroit. Donc on ouvre. Ça permettra d'avoir un peu d'espace aussi. Donc on ouvre les parcs et jardins, si j'ai bien compris, à Paris, qui est en zone rouge, mais dans toutes les villes où on est en zone rouge, alors pas qu'à Paris. Hein. Si, comme le gouvernement le dit, il y a ce couple maire-préfet qui est le couple de décideurs qui peut prendre les décisions adaptées au terrain et correspondant bien sûr aux doctrines nationales, mais en les adaptant, c'est fort possible de le faire ailleurs. Moi, je ne vais pas me prononcer pour mes collègues, mais je sais que beaucoup de mes collègues sont en discussion d'ailleurs avec les préfets de leur département pour pouvoir justement aller vers ce type de mesures. Beaucoup me disent, très bien, on ouvre les parcs et jardins, mais alors pourquoi ne pas ouvrir les terrasses des cafés? Alors ça, vous avez vu là aussi, ce sont des règles fixées, des protocoles fixés au niveau national. J'espère. Est-ce que vous demandez l'ouverture des terrasses, des cafés, des restaurants le plus vite possible? C'est prévu vraisemblablement si tout va bien, c'est-à-dire s'il n'y a pas de reprise de l'épidémie début juin, ce qu'a dit le gouvernement. Début juin, on se terrasses et cafés, les terrasses des cafés et des restaurants seront ouvertes à Paris. S'il n'y a pas de reprise de l'épidémie. Si le conseil scientifique qui se réunit autour du gouvernement et si le gouvernement le décide. Mais je pense que oui, si on peut le faire. Et là aussi, j'ai fait des propositions parce que comme toujours, si on veut ouvrir en mettant en sécurité les personnes, les clients et les personnels, il faudra plus d'espace. Donc j'ai proposé là aussi à Paris, que l'on puisse prendre sur l'espace public pour que, par exemple, les restaurateurs, les cafetiers puissent récupérer de l'espace, par exemple sur des places de stationnement que je pourrais mettre à disposition gratuitement, évidemment, parce que le petit commerce a beaucoup souffert. Les commerces comme les cafés-restaurants ont énormément souffert et souffrent encore puisqu'ils ne sont pas ouverts. Et donc, il va falloir les accompagner. Ça fait partie du plan que j'ai proposé et que nous serons amenés à examiner au Conseil de Paris le 18 mai prochain. Je vais vous parler des mesures économiques dans un instant, mais interdiction de la consommation d'alcool dans certains endroits de Paris, c'est bien. Vous êtes favorable? J'ai été favorable parce qu'effectivement, je pense que on ne va pas non plus se mettre dans une situation. Il faut être encore prudent. Je comprends que beaucoup de gens aient envie de faire la fête, moi aussi, mais il faut encore être prudent. Et sur la consommation d'alcool, je suis tout à fait d'accord avec la décision qu'a prise le préfet de police. Retour dans les écoles, aujourd'hui, à Paris. Demain. Bonne chose. Demain, Oui, on a là aussi discuté. Demain 14. La rentrée se fera donc jeudi. J'avais demandé qu'on prenne un peu de temps pour adapter. J'ai fait beaucoup de visites d'écoles ces derniers jours. Là encore, accueillir... Vous étiez contre pourtant. Hein? Non, j'étais pas contre. J'étais pour une ouverture. Vous aviez signé cette pétition qui demandait, cette tribune qui demandait des délais. Des délais, ce que nous avons obtenu d'ailleurs. 3 jours. Mais 3 jours nous ont permis justement d'être, je pense, à la hauteur. Donc qu'est-ce qu'on a fait pendant ces jours de préparation avec l'éducation nationale et avec nos propres personnels? Adapter les locaux. Donc on va recevoir beaucoup moins d'enfants. Bien sûr, c'est des groupes beaucoup plus petits pour pouvoir être sécurisés. J'ai aussi proposé que nos personnels, j'espère aussi ceux de l'éducation nationale et les enfants dont les parents le souhaiteraient, puissent se faire tester, dépister. L'ARS a dit non pour les enfants. L'ARS n'a pas dit non. L'ARS a été d'accord sur, là aussi, un protocole sur lequel on a discuté. Vous savez qu'à Paris, on a mis en place, avec la PHP, avec l'ARS, avec la ville, un dispositif qui s'appelle Covisan, avec des équipes qui vont pour dépister et qui vont justement enrayer un certain nombre de clusters qui pourraient apparaître. Donc j'ai proposé que pour les écoles, on fasse
de la même façon, que l'on puisse les intégrer dans le dispositif Covisan. Et c'est ce que nous sommes en train de préparer. Donc les enfants, quand les parents le souhaitent, seront testés à Paris. Absolument. Bien. Et avec une montée en charge, hein, bien sûr, de cela. Et tous les personnels. Et les personnels de la ville, c'est déjà le cas. Tous ceux qui, je leur ai dit, et ils se sont inscrits, tous ceux qui souhaitaient se faire tester, et ils sont très très nombreux, notamment les personnels des écoles et des crèches, à s'être inscrits pour prendre date de ces tests. Et je pense que c'est la bonne façon. Si je peux passer ce message, il ne faut pas tergiverser sur les tests. On nous a dit il y aura 700 000 tests par semaine en France. C'est une très bonne chose. Peut-être qu'il faut que ces tests soient renforcés, notamment dans les zones rouges. Si on veut sortir de la zone rouge, il faut empêcher les clusters. Si on veut empêcher les clusters, si on veut empêcher les contaminations, il faut bien sûr tester les personnes symptomatiques, ça va de soi, mais il faut aussi tester les personnes qui ne sont pas symptomatiques. On sait que beaucoup de contaminations se sont faites à partir de personnes non symptomatiques. Et donc, il faut aller plus loin, regarder l'exemple de ce qui a marché à l'étranger. Je pense à la Corée du Sud qui a tout misé sur les tests. Attention, on donne en exemple la Corée du Sud. Sur les tests. Anne Hidalgo, sur les tests. Mais la Corée du Sud a mis en place un traçage qui soulève des protestations dans notre pays. Absolument. Vous êtes favorable au traçage? On n'a pas besoin d'un Big Brother. On a besoin de savoir. C'est ce qu'a mis en place la Corée du Sud. C'est un Big Brother. C'est pour ça que je vous ai dit que ce qui m'intéresse dans l'exemple de la Corée du Sud, c'est le fait qu'ils aient tout misé sur les tests. Et je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. Et sur le traçage. Un traçage, mais comme se fait un traçage dans toute épidémie, sans avoir besoin de revenir à la personne, à l'adresse de la personne et sans recueillir ces informations et les garder durablement. Mais ce que l'on fait avec Covisan marche très bien et tout à fait compatible justement avec les libertés individuelles et les libertés un mot publiques. sur la responsabilité du maire. Vous êtes maire, responsabilité du maire. Est-ce que le maire doit être déchargé d'une partie de ses responsabilités? Non, dans le cadre de ce... Moi, je n'ai jamais été pour les dispositifs d'impunité ou d'immunité. Je pense que toute personne, maire, pas maire, élu, quel qu'il soit, doit pouvoir répondre de ses actes. En revanche, ce qui est dit notamment par mes collègues des associations de maires de France, et là j'y souscris, c'est de dire il faut bien sûr répartir les responsabilités. Quand le maire a une responsabilité qui n'est pas directement la sienne, par exemple l'ouverture des écoles, c'est pas le maire qui décide d'ouvrir ou de pas ouvrir, c'est l'éducation nationale. Ça se fait en concertation avec le maire, donc il faut évidemment que chacun ait sa part de responsabilité. Bien, les transports en commun, déconfinement réussi les 2 premiers jours, selon vous ou pas? Plutôt, oui. Le port du masque, même si on me dit ici et là que qu'il y a eu des problèmes, mais le port du masque plutôt très respecté. Les distances de sécurité, pas toujours faciles sur certaines lignes de métro. Je pense notamment à la 13, qui est une ligne très très chargée, qu'on a dédoublée d'ailleurs avec une piste cyclable qui permet de suivre le tracé de la ligne 13. Plutôt bien. En même temps, c'est vrai qu'il y a une reprise de l'activité. Lundi, c'était un calme, mais là aujourd'hui, où on sent quand même que le flux de voyageurs n'est pas à 100%, mais enfin, on n'est pas très très loin quand même des fréquentations qu'on avait avant le confinement. Anne Hidalgo, vous demandez le port du masque obligatoire dans la rue, à Paris, dans l'espace public. Je pense que c'est une mesure vraiment importante. Nous sommes, je reviens là-dessus, dans une ville très dense. Il y a des petits trottoirs, Hier, j'étais rue de Rivoli. C'est des larges trottoirs, mais beaucoup de monde, beaucoup de monde. Je pense qu'on se protège et on protège les autres avec le port du masque et que c'est possible aujourd'hui. Bon, vous distribuez un masque par habitant, par parisien. Alors j'espère qu'ils sont de meilleure qualité que les masques ou plus pratiques que les masques qui avaient été distribués aux personnes âgées, parce que c'était pas terrible. On a distribué. Écoutez, moi, une petite start-up française, puisqu'on a fait le choix d'acheter français pour une série de masques. D'ailleurs, c'est pas tous les masques qu'on a achetés qui étaient de cette nature-là. Je les ai essayés moi-même et franchement, ils
sont quand même très confortables. Ils sont pas très pratiques à mettre pour une personne âgée, mais ils sont très confortables. Et je veux saluer cette petite start-up française qui, quand même, s'est mise immédiatement dans une production très très massive de ce type de masque. Mais nous sommes effectivement en train de distribuer là aussi, en échelonnant 2 200 000 masques. D'abord, il fallait les fabriquer. Ils sont fabriqués et ils arrivent. On s'est mis d'accord avec les pharmacies, donc c'est aussi en train de se mettre en place pour qu'elles soient distributrices de ces masques gratuits pour les Parisiens. On peut s'inscrire sur le site de la ville. Pardon, je le dis comme ça, ça sera concret. Paris.fr, vous vous inscrivez. Il y a un protocole, vous prenez date et vous allez chercher votre masque en pharmacie. Et puis, si vous n'êtes pas très à l'aise avec les moyens informatiques, il y a le 3975 que vous pouvez appeler, qui vous aidera aussi à faire ces démarches. Bien, 2 mots encore. Distributeurs de gel hydroalcoolique qui vont être installés, 2000. Et puis, dites-moi, est-ce que vous allez installer des poubelles spéciales pour jeter les masques, les gants, je sais pas, les mouchoirs, parce que ça traîne dans les rues de Paris. Paris qui n'est pas très propre toujours. Écoutez, franchement, voilà, il suffit de se promener dans Paris. Il y a beaucoup de fréquentation. Je sais bien que les éboueurs ont bien travaillé pendant ce confinement, mais franchement, ils ont très bien travaillé. Il y a beaucoup de fréquentation, mais c'est pas très propre. Il y a beaucoup de fréquentation, il y a beaucoup d'incivilité, et donc vous avez raison. Il y a un phénomène scandaleux qu'on voit pointer, qui est que des gens jettent leurs masques par terre, jettent des gants. Ça n'est pas normal. Écoutez, on est une des villes du monde qui a le plus de corbeilles de rue. On a plus de 30 000 corbeilles de rue dans nos rues. Il suffit de déposer tout cela dans les corbeilles qui existent. Je reviens un instant sur les gels hydroalcooliques quand même. 2000. Je sais que vous en avez parlé avant. Oui, on en a parlé. 5 semaines entre le moment où j'appelle Jean-Charles Decaux, qui est prestataire à Paris de mobilier urbain, pour lui dire est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer quelque chose qui soit des gels hydroalcooliques accrochés par exemple aux abribus ou aux sanisettes. 5 semaines et c'est mis en place. Bien. Donc là, je veux saluer quand même cette rapidité, cette agilité 2000, et le les abribus, les sanisettes. Parce qu'on est les premiers à le faire et que je pense que ça va donner des idées à beaucoup d'autres. Bien, je vais vous poser 3-4 questions. Vous allez dire c'est fait, ça va être fait. Fonds de soutien pour les TPE, PME, par exemple, ça va être fait. Ça va être fait. On a déjà pris des mesures d'exonération totale sur 6 mois de charges, par exemple de droit à terrasse, bref, de tous ces impôts ou taxes qui vont aider. Et d'ailleurs, le 18 mai prochain, nous voterons au Conseil de Paris un paquet de mesures. Alors, annulation droit de voirie et de terrasse, exonération des loyers des locaux commerciaux gérés par les bailleurs sociaux de la ville, ouverture le dimanche. Pour certains commerces, vous allez élargir l'ouverture le dimanche ? Vous savez, j'ai donné des autorisations d'ores et déjà à l'ouverture du dimanche, là où c'était utile. Voilà. Les dimanches du maire à Paris, il y en a 12 et j'ai donné les autorisations. Là où c'est utile, il y a une reprise d'activité à avoir. Il faut faire les choses sérieusement, dans le respect des droits des salariés. Pour aider les commerçants. Mais il faut évidemment qu'on puisse repartir. On pourrait élargir l'ouverture le dimanche. Écoutez, je pense que les gens sont pragmatique. Tous les commerces n'ont pas envie d'ouvrir le dimanche. Mais ceux qui ont envie d'ouvrir. Ceux qui ont envie d'ouvrir et ceux qui rentrent dans les professions qui relevaient de mon autorisation ont pu le faire, mais déjà depuis plusieurs années. Second tour des municipales. En juin, est-ce que vous pensez que ce second tour doit être organisé en juin ? Ça sera bien sûr un sujet d'abord sanitaire, mais je pense que le cycle électoral, il faut le conclure. C'est une question de démocratie. On ne peut pas rester... J'entends certains dire peut-être en octobre, mais on est sûr qu'en octobre, il n'y aura pas une reprise de l'épidémie et que ça ne sera pas renvoyé à ultérieurement. On ne va pas passer notre temps Je dis ça parce que chat échaudé craint l'eau froide. Oui, mais on ne va pas passer notre temps à retarder les processus électoraux, là où il y a besoin justement que des équipes municipales puissent se mettre en place, légitimées par le vote des citoyens, et qu'elles puissent fonctionner, qu'elles puissent engager les programmes qui vont être des programmes très perturbés par la crise économique et la crise dans laquelle on va être. Donc moi, je plaide, toute l'économie reprend, si on peut aller dans le métro, c'est le cas, comme on le fait aujourd'hui, avec des mesures de protection, je trouverais étrange que l'on ne puisse pas organiser... Donc vous
Vous demandez à ce que le second tour soit organisé en juin. Je pense, en tous les cas, il faut vraiment... Vous le demandez. Bien sûr, et il faut se mettre dans cette situation-là, sauf si la situation sanitaire était telle que ça ferait courir un danger à nos concitoyens. Un dernier mot, le stationnement. Oui. Est-ce que la gratuité va être prolongée ? Alors, la gratuité pour les Parisiens, la gratuité du stationnement résidentiel jusqu'à début juin. Pour les autres, on reprend la vie normale. Vous savez que le stationnement payant à Paris pour ceux qui ne sont pas parisiens est quelque chose qui permet aussi de réguler l'espace public. L'espace public, il a un coût d'entretien. Et donc, il est payant depuis le 11 mai. Mais je tiens à dire aussi que nous avons ouvert des parkings relais pour permettre à toutes celles et ceux qui habitent, nos voisins qui sont en Île-de-France et qui devaient prendre leur véhicule, pour pouvoir laisser leur véhicule dans des parkings relais aux entrées de Paris. On a plus de 2000 places qui sont ouvertes gratuitement. J'ai demandé à ce que ce soit gratuit pendant au moins jusqu'au mois de juin, voire plus s'il le faut, pour accompagner et proposer cette alternative à ceux qui sont obligés de prendre leur véhicule pour venir sur leur lieu de travail. Merci Anne Hidalgo d'être venue nous voir ce matin. Merci. Il est 8h54, vous êtes sur RMC et BFM TV.